Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Moi c'est Philippe, tu es sur la chaîne de Kamaï Workshop. Aujourd'hui on va tester un roadster. Tu sais que j'ai décidé de faire toute une série de tests roadster pour faire un comparatif à la fin. Roadster plutôt mid-size. Donc là on a commencé par la Kawasaki Z900. Si tu ne l'as pas vu, la vidéo je te la mets, elle est juste dans le coin en haut. Et donc aujourd'hui on se retrouve sur mon spot favori à Garac pour essayer la Yamaha MT-09 version Y AMT. C'est parti, je te montre ça. Donc cette moto m'a été prêtée par Yam Service à Blagnac et c'est Arnaud qui m'a préparé la moto. Merci à toi Arnaud. Donc c'est un modèle 2025 et la particularité de cette moto, c'est que c'est une version Y AMT, c'est-à-dire, comme tu peux le voir, pas d'embrayage et pas de sélecteur de vitesse. Donc j'ai souhaité faire cette moto. Bon, l'essai de la MT-09, tu vas en trouver partout sur internet. La YMT certainement aussi. Moi je vais essayer de te montrer certains côtés que peut-être tu n'as pas vu sur d'autres sites. Donc on va regarder ça ensemble. Et je voudrais commencer, on va changer un peu. On va commencer par le moteur. Donc ce moteur, tu le connais, c'est le fameux CP3 de chez Yamaha. Il est donc, je l'avais essayé sur la Tracer 9 GT. Donc il est monté bien sûr sur la MT-09, Tracer 9 GT et sur d'autres motos de la gamme Yamaha. Il fait 119 chevaux à 10 000 tours et 9,5 kg à 9,5 kg de couple à 7000 tours. Il a des régimes qui sont un peu comparables par rapport aux 4 cylindres de chez Kawasaki qu'on a vu, mais avec peut-être un peu plus de remplissage sur les mi-régimes, puisque là on est sur un tricylindre. Particularité de cette moto, donc on a une moto à boîte automatique. Alors, c'est pas vraiment une boîte automatique. En fait, là où je trouve que Yamaha a fait très fort, c'est qu'ils ont fait un système que tu peux mettre sur une autre moto sans grosse modification. C'est-à-dire pour eux, pas pour toi, parce que toi tu ne pourras pas modifier ta moto et mettre ce système. Comment ça marche? Je te mets ici la photo du dispositif et maintenant on regarde ce que ça donne en réalité. Ici on a en fait deux moteurs électriques. Le premier que je te montre ici va piloter manuellement l'embrayage. C'est le même embrayage que sur la version manuelle. Et le deuxième petit moteur que tu as ici, là, va venir te piloter ta boîte de vitesse. On voit ici le sélecteur. Et donc, ça va faire l'équivalent d'un quick shifter. Pour manipuler tout ça, on reparlera tout à l'heure des commodos, mais ici, en fait, on va avoir une gâchette plus, une gâchette moins pour un mode manuel. Et on voit ici qu'on va pouvoir passer sur manuel ou automatique, mais je te parlerai de tous les modes tout à l'heure. Donc tout ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de trouver sur une moto. On peut le trouver sur certains trails Honda, l'Africa Twin qui est en DCT, mais ce n'est pas tout à fait le même système, puisque là en fait, on va garder les pièces d'origine, on va juste rajouter des petits moteurs, une électronique intelligente, des modes moteurs, des commodos différentes, et une autre façon de piloter la moto. Et moi, ce que je voulais faire, c'était voir si c'était évident, parce que ça fait un peu peur. Tu te dis, j'ai plus la main sur l'embrayage, j'ai la main encore sur mon passage de vitesse, je t'en parlerai tout à l'heure, mais pas sur l'embrayage, et on peut se poser des questions. Voilà, donc ça c'est pour te parler de la particularité de cette moto. Pour être totalement complet sur cette moto, elle existe en 3 couleurs. Tu l'as ici en noir, tu l'as en gris, et tu l'as en bleu. On va parler tout de suite des prix. Donc en version YAMT avec la boîte de vitesse robotisée, on est à 11 499 €. Et pour 500 € de moins, tu l'as en version normale, c'est-à-dire avec une boîte classique, pour 10 999 €. Sache aussi qu'il existe une version SP qui est à 12 699 €. Par contre, sur la SP, tu auras des suspensions Öhlins différentes. Mais par contre, tu n'auras pas la possibilité de l'avoir en boîte robotisée. Pour finir en fait sur les caractéristiques générales, cette moto est bridable à 2. Donc tu peux très bien te l'acheter si tu es un à 2. Allez, on va commencer par la fourche. Donc ici, on va avoir une fourche de 41 mm qui est totalement réglable en détente de compression avec un débattement de 130 mm. On va avoir des disques de 298 mm pincé par un étrier radial 4 pistons, un pneu avant de 120, et ici on va être équipé de Bridgestone S23. À l'arrière on va avoir un pneu en 180,
avec un étrier simple piston qui vient pincer un disque de 245 mm. On a un amortisseur ici réglable en détente, mais uniquement par une molette crantée, donc tu n'as pas de possibilité de l'ajuster sans outil. Cet amortisseur arrière débat sur 122 mm. Donc on est au niveau de la partie cycle. On a un super bras oscillant, moi j'aime bien ce bras oscillant en caisson aluminium façon banane. Il est simple, mais je trouve qu'il est assez esthétique. On va avoir un cadre périmétrique. Chose intéressante, ici tu as la boucle arrière qui est fixée sur le cadre, et ça tu sais, je t'en parle souvent, en cas de chute ça t'évite d'avoir à changer tout le cadre, tu peux changer que ta boucle arrière si jamais elle est abîmée. On va trouver des repose-pieds qui sont aussi boulonnés, donc tu peux les enlever, et donc par contre si tu enlèves les repose-pieds tu devras relocaliser ton bocal de frein. Au niveau général, tu as cette nouvelle face avant. Bon, alors on aime ou on n'aime pas, je vais te montrer ce que ça donne une fois allumé. Voilà la signature lumineuse de la MT-09 2025, et à l'arrière du classique, sympa. À l'avant, bon, tu aimes ou tu aimes pas, moi, on s'y habitue, hein, force à force. Moi, c'est pas mon truc en look à l'avant, mais bon, ça, les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Tu vas retrouver des clignotants qui sont montés, à LED aussi, qui sont montés au niveau de tes écopes de radiateur. On va avoir une poignée de frein ici, apparemment Brembo, avec un réglage ici de ton écartement. Bien sûr ici, pas d'embrayage. Au niveau des commodos, là, ça se densifie. On va trouver sur cette moto un régulateur de vitesse. Ici, on va retrouver toute notre sélection. Je te montrerai tout à l'heure le tableau de bord. Là, tu vas trouver ton clignotant. Alors, particularité, ici, le sélecteur de clignotant, tu vois, il est différencié. En fait, tu appuies là, à gauche, là, à droite, et c'est assez intuitif. C'est plus intuitif que d'avoir le truc au milieu, parce que en termes d'allongement, enfin de gestion de ton pouce, tu vois ici c'est plus facile d'avoir un clignotant enfoncé, et là en haut, puisque tu vas au bout ici de la distance, et je trouve que c'est plus facile. Particularité, tu le mets et tu rappuies un appui long pour l'enlever, sinon il s'enlève tout seul au bout d'un moment. On va retrouver donc le klaxon, les warnings, et puis ton sélecteur ici de vitesse, là où tu vas passer, tu rétrogrades et là-bas tu accélères. L'autre côté, on va trouver notre coupe-circuit et notre démarrage. Ici, tu vas trouver un bouton qui s'appelle mode, qui lui va te permettre de passer sur tes modes moteur, et on va voir tout à l'heure le fonctionnement. Là, tu vas avoir l'interrupteur qui va te permettre de passer en automatique ou en manuel au niveau de la boîte de vitesse. C'est pareil, je te montre le fonctionnement tout à l'heure. À ce niveau de prix, je trouve pas mal ici. On a un démarrage sans clé. Ça c'est bien. Moi personnellement, j'aime bien. Et tu as la clé ici Yamaha. Voilà. Et ici quand même, tu as la possibilité d'avoir une clé normale pour ouvrir ta selle. En hauteur de selle, on va se retrouver à 820. Donc c'est une moto qui n'est pas très haute. On verra tout à l'heure, il y a des conséquences pour quand tu es grand au niveau des repose-pieds. Et on a un poids en ordre de marche qui est de 193 kg, donc on est à moins de 200 kg, ce qui en fait une moto légère. On était à 213 kg sur la Kawasaki, donc tu vois, tu as quand même beaucoup de poids en moins. Je parle ici tout plein fait. Au niveau du réservoir, tu as 14 litres, ce qui n'est pas énorme au niveau de la contenance, mais la consommation du tricylindre de souvenir, elle n'est pas très élevée. Au niveau des équipements de série, bien sûr, tu as l'ABS, tu vas trouver 5 modes de conduite. Un écran TFT de 5 pouces, on va avoir un régulateur de vitesse, tu l'as vu tout à l'heure. On va avoir le Bluetooth, tu pourras connecter ton téléphone pour répondre aux appels et gérer ta musique. Tu vas avoir un démarrage sans clé, contrôle de traction, un anti-wheeling, un contrôle de glisse, un embrayage anti-dripple, ça c'est classique. Et on va retrouver aussi des repose-pieds réglables. Ici en fait, tu vois qu'il y a des pas de vis, donc là les repose-pieds sont mis en position le plus bas. Mais tu peux les monter si jamais tu es plus petit. Voilà à peu près au niveau des équipements. Maintenant on va passer au gros du morceau, puisqu'on va s'intéresser au tableau de bord. Donc pour démarrer la moto, on appuie et on tourne. Donc ici on a un écran TFT, j'espère que j'ai pas trop de contre-jour. Tu m'excuses mais il y a pas mal de soleil, on va pas s'en plaindre. Voilà, donc ici tu as un tableau de bord avec ton contour, ta vitesse. Ici tu vas trouver ta vitesse engagée, ici tu vas trouver ton mode automatique manuel. Là, ici, ton odomètre, ta température extérieure, ta jauge à essence. Et là, ici, tu vas trouver ton mode. Tu vois ici, je suis en automatique. En automatique, j'ai le choix, grâce à ce petit bouton, à deux modes, D+,
ou D. Tu le vois ici, et ici tu peux changer bien sûr tous ces paramètres avec la puissance, le traction control et ainsi de suite. Je ne te rentre pas dans les détails. Donc deux modes possibles, D+, qui va être sportif, qui va te permettre d'avoir des passages de vitesse qui sont... Les rapports sont plus poussés, on va changer les vitesses vers 7500 tours quand tu vas demander du gaz. Si tu n'en demandes pas, tu les passeras plus tôt, mais quand tu vas ouvrir ta poignée, 7500. Et quand tu es par exemple en 6 et que tu donnes un grand coup de poignet, là, il va rétrograder automatiquement, le downshift, comme on appelle, va se faire et tu vas aller en 5. Si tu te mets en D, on va avoir une boîte de vitesse qui va réagir beaucoup plus souple, beaucoup plus douce et qui va moins monter les rapports et ça sera plutôt un mode balade. Une fois que tu as fait ça, tu peux passer ici par une impulsion en mode manuel. En mode manuel, tu vas devoir gérer ici les vitesses avec le plus et le moins, d'accord ? C'est toi qui vas faire ton rétrogradage et tu as à ce moment-là plusieurs modes, toujours avec ici, donc tu vas avoir un mode sport, tu vas avoir un mode custom 2, custom 1, un mode pluie, un mode street et on revient sur le mode sport. Donc tout ça, ça peut se faire en roulant. Tu peux passer en roulant du mode automatique à manuel quand tu veux. Et ça, c'est pas mal fait en fait. Et je trouve que l'accessibilité ici, quand tu tiens ta poignée, en fait, c'est assez facile de tenir les deux gâchettes. Elles ne sont pas très espacées. Tu peux agir beaucoup plus facilement. Tu vois, bon là, je suis passé en première. Et là, je passe au neutre. Alors, autre chose super intéressante sur cette moto, c'est que quand tu es en première et que tu appuies sur moins, tu passes systématiquement au neutre. Tu ne peux pas avoir de faux points morts. Ça peut paraître bête, mais c'est un gros avantage. Alors, bien sûr, ici, j'ai le mode qui te permet de rentrer dans les menus. Voilà, donc je vais rentrer dans mes menus. Donc là, j'ai mes settings, toujours ici avec ta poignée. Voilà, je rentre. Là, j'ai les informations véhicules, j'ai l'heure. J'ai les unités, le shift indicator et la connectivité si tu veux mettre ton téléphone. Au niveau des displays, je peux gérer ma brillance. Je rappuie dessus, tu vois, et je me mets au max par exemple. Voilà, je vais au max plutôt au niveau soleil. Voilà, je suis au maximum ici, donc j'ai la luminosité maximum. Je reviens. Alors tu reviens avec ce bouton, tu navigues avec celui-là. Tu vois, c'est assez facile et tu peux changer un peu tout. Donc je trouve que l'écran... Il est fin, tu vois, les indications sont fines et il est assez bien foutu. Avec ici, tout est voyant. Voilà au niveau du tableau de bord. En fait, sur cette moto, on a pas mal de choses à voir. On va voir d'abord sa position. Et je vais te parler tout de suite de la position de conduite. Moi, je suis assez grand, je fais 1m86. Tu vas voir tout à l'heure avec le drone. Tu vois comme est fait la selle. La selle est en pente. Et tu vas avoir tendance à te caler un peu sur l'avant et à te retrouver en position, attention à ce que je vais dire, il y en a qui vont hurler, mais tu te trouves en position un peu super motard. Et c'est vraiment fait pour, parce que tu vois ici le cadre, il a été formé pour que ton genou en fait vienne ici. Donc quand tu te mets là, tu es calé là, tu vas voir tout à l'heure sur le drone, regarde bien la position, je vais mettre en position que j'ai eu en roulant, parce qu'au début je me suis calé à l'arrière, mais en final, tu te sens beaucoup mieux devant avec un excellent appui sur les guidons. Et la position de conduite, elle est particulière. Moi, personnellement, j'adore. Ça te met vraiment en appui sur ton train avant et tu as vraiment l'impression de conduire un gros super motard. C'est un peu particulier. Ceux qui ont les MT-09, dites-moi si ça vous arrive aussi, si vous ressentez la même chose. Moi, ça m'a surpris, mais j'ai adoré la position de conduite avec ici un excellent appui. Alors que si jamais tu te mets à l'arrière, tu vas appuyer, tu vois, un peu sur cette partie du réservoir en plastique. Et si tu te mets à l'avant, tu appuies plus là. Je parle de ma position de conduite. Hein. Après, suivant la hauteur de chacun, on verra. Je ne t'ai pas parlé de la selle arrière. Bon, tu pourras amener un passager. De là à faire 500 bornes avec le passager, j'en suis pas sûr. Bon, maintenant, ce que je te propose, c'est de regarder la position avec le drone. Et puis après, on ira sur les petites routes, on ira voir ce que ça donne. Et j'ai déjà roulé avec la moto, donc j'ai déjà ma propre idée dessus et tu verras ce que j'en pense, mais c'est assez bluffant. Allez, on passe à la position de moi sur la moto, vue par le drone. For you, I'll be
pour cet essai, je vais te faire écouter un peu le bruit de la boîte quand tu passes la première. Tu as un petit à-coup, rien de bien gênant. Cet à-coup, tu l'as sur les Yamaha qui ne sont pas en automatique. Donc là, on part en manuel et on est en mode sport. Et en premier lieu, je voudrais te parler de la position qu'on a sur cette moto. Et comme tu as pu le voir sur le drone, on a une position qui est un peu en avant et qui arrive naturellement. De toute façon, si tu te mets en arrière, tu vas glisser en avant. Elle n'est pas fatigante, cette position. Je trouve que même, elle te donne un meilleur contrôle de la moto parce que là, tu sers bien la moto entre tes jambes. Et ça, c'est vraiment top pour moi. Au niveau de la position, c'est pas quelque chose que tu vas retrouver, par exemple, sur la Kawa. C'est quelque chose que je trouvais un peu sur la Duke, peut-être. La Duke 890 que j'avais. Et c'est vraiment super agréable. Donc, position de conduite, je t'ai dit, on est collé un peu au réservoir, façon super motard. Et par contre, au niveau des jambes, moi j'ai les jambes qui sont un peu repliées, alors plus que sur la Kawasaki. Je te le rappelle, je fais 1m86. Ça me fait les jambes un peu repliées. Les bras sont pas trop tendus, t'es vraiment bien sur la moto. Et comme je te l'ai dit, un peu assis sur l'avant. Donc au niveau du confort de selle, on a une selle qui est assez ferme. Je roule avec depuis un peu plus d'1 heure. Bon voilà, je dirais que c'est peut-être un peu plus ferme que la Kawasaki, mais la selle me paraît un peu plus large. Et ça c'est pas mal au niveau de l'assise que tu as sur la moto. Au niveau des suspensions, c'est parfait. J'ai rien à dire au niveau des suspensions. Elles sont mieux calibrées que la Kawasaki, c'est-à-dire qu'elles sont fermes, mais elles ont du confort. Donc tu es bien, j'ai roulé sur des petites routes abîmées, ici tu vois ça secoue, enfin il y a des trous et on n'est pas plus secoué que ça avec la moto. Bon, on roule pas vite, hein. Pour l'instant c'est juste la prise en main. Voilà ce que je peux te dire au niveau du confort général de la moto. Donc le seul petit bémol pour moi, c'est les jambes un peu trop repliées, mais il faut dire aussi que je suis grand, donc ceci explique cela. On va passer à la suspension, mais par contre maintenant on va parler de tenue de route quand on veut rouler un peu plus fort, c'est-à-dire de l'amortissement hydraulique, voir est-ce qu'il encaisse bien les chocs, est-ce qu'il restitue bien la route. Et de ce côté-là, c'est parfait. Alors on peut régler les suspensions assez facilement sur l'avant, un peu moins facilement à l'arrière. Moi j'ai pas eu besoin, mais les suspensions, même si cette route elle n'est pas très belle, je suis pas secoué comme dans un panier. Donc suspension, partie cycle, c'est très bien. Si je compare donc par rapport à... mais j'ai deux références en roadster. J'ai la Kawasaki et puis j'ai ma Duke 890 en châssis, très bien. Je la situerai en dessous de ma 890, mais c'était une R que j'avais. Mais par contre, mieux que la Kawasaki de ce point de vue-là. Alors après, bien sûr, sur la Kawasaki, j'ai pas réglé les suspensions, donc faut bien voir ça aussi. Mais le châssis, il n'y a rien à dire sur cette moto. Au niveau maniabilité, ben, ça tombe bien, petit rond-point. Là, on a des petites routes qui tournent bien. On va attendre de sortir de la ville quand même. Là, je suis en mode sport, boîte en manuel. Et question maniabilité, les 193 kg, tu les ressens. Enfin, tu les ressens, justement. C'est très léger. La machine, elle va où tu veux. Tu la manies comme tu veux. Il n'y a pas de résistance. Elle va toute seule, elle ne se défile pas. On n'a pas un avant qui est super léger, qui pourrait, tu vois, devenir flou à l'accélération. Parce que déjà, on a cette position qui est bien en avant. Et en plus de ça, bah, la moto, elle est bien équilibrée, je trouve. Le gros point fort de cette machine, je trouve que c'est son train avant, qui se laisse vraiment diriger comme on veut. Et ça, c'est pas mal. Donc, maniabilité, c'est du tout bon. Maintenant, on va parler de la pièce maîtresse de cette machine qui est son moteur. Alors, tu le sais, c'est un tricylindre. Donc, les tricylindres, on a la souplesse du 4 cylindres, on a les montées en régime aussi, et on a du couple quand même.
un peu plus peut-être à mi-régime que ce qu'on pourrait avoir sur le 4 cylindres. Ici je suis en 5 et les relances sont franches. J'ai pas de... Il n'y a pas de temps mort. Donc là, je t'ai dit que j'étais en manuel. Ici, tu rétrogrades, tu es en 4, tu accélères. Tu vois, 5, 6, tu redescends. Là, tu es en 4, 3. C'est mieux qu'un shifter. C'est franchement génial. C'est évident. Tu l'as entre tes deux doigts. 3, 4, 5, 4. Les freins. C'est vraiment facile. Je trouve que c'est plus intuitif que d'avoir le sélecteur au pied. Tu passes tes vitesses beaucoup plus facilement. Tu ne te préoccupes de rien. Par exemple, quand tu es dans un virage, tu ne vas pas te préoccuper de savoir si ton pied va toucher par terre, puisque là, tu as le pied en haut des cale-pieds, comme tout bon motard. Et tu peux enchaîner et rétrograder. Wow, c'est fabuleux. C'est facile, c'est fabuleux. Alors tu peux pas rétrograder d'un coup, mais comme ça rétrograde très vite, tu vois, là je suis en 4, 5, là j'arrive là, je suis déjà en 3, et franchement, ce système est dingue, il est vraiment dingue. En manuel, moi je me demande à quoi sert le sélecteur. Alors au début tu vas être surpris, hein. C'est sûr que quand tu vas passer ta première, que tu vas commencer à rouler, que tu n'as pas ton embrayage, tu te dis qu'est-ce qui se passe, mais je te promets qu'au bout de 10 km ça y est, tu sais comment ça marche et il n'y a pas de problème. Donc là je t'ai montré le mode manuel qui est en fait un quick shifter mais qui va aller jusqu'à 0 et qui va te permettre de monter, descendre tes rapports en une fraction de seconde, peut-être encore plus rapide que le quick shifter. Tu n'as pas le mouvement du pied, tu gères ça entre ton pouce et ton index. C'est facile, la poignée est bien faite, ça te tombe sous la main, c'est l'idéal. Maintenant, ce que je te propose, c'est de passer, on va passer ici en automatique. Voilà, je suis en automatique et là je suis en D+. Donc je te l'ai dit tout à l'heure, D+, c'est le mode sport quand tu es en automatique. Là tu vois, je suis en deuxième, il t'indique toujours la vitesse quand même engagée et il va gérer tout seul la boîte de vitesse. Donc si j'arrive à mon céder le passage, je freine et voilà, il a glissé la première déjà et il va rester par contre en première. Ça sera à toi de passer le point mort si jamais tu veux passer le point mort. Donc première, deuxième, pas ouvert les gaz beaucoup, il passe deuxième, troisième à bas régime. Par contre si jamais on va lui demander un peu plus d'accélération tout à l'heure et tu vas voir que là il va monter à 7500 tours. Il a rétrogradé au niveau du ralentisseur. Alors il passe les vitesses très vite, mais moi je trouve que manuellement ça les passe encore plus vite. Il y a beaucoup moins d'à-coups que si tu le passes en automatique. Il y a beaucoup moins d'à-coups en manuel. Alors si je suis en première, je coupe les gaz, je freine, tu vois il va débrayer. Je réaccélère, il réembraye, tu as un petit à-coup à ce moment-là. On sent que voilà, ça demande d'être un peu affiné, mais c'est pas du tout gênant. Donc là, première, deuxième. Il passe, tu vois, environ 3000 tours. Et là, on va accélérer. Garde la seconde tant que je n'arrive pas à 7000 tours. Donc seconde à 85. Là, on va essayer de passer les 7000. Là, il est passé en 3. Tu vois, il va garder les tours moteurs bien plus haut. Il a vu que tu étais en mode je m'énerve. Donc, il va garder. Si jamais j'arrive dans le virage, on va essayer de prendre un virage un peu plus serré là-haut. Si jamais, bon, en arrivant vers les voitures, si jamais je freine, là je suis en 5, 4, 3, il rétrograde en 2. D'accord? Donc il est assez réactif. Maintenant on va se faire un essai. On va lui laisser monter les vitesses sans forcer. Voilà. Donc là il monte doucement, il est passé à 3500 tours.
On est en 5. Et je vais me mettre là, dans la montée, et on va lui demander du gaz tout de suite, et tu vas voir le downshift. Ça marche assez bien. Et là, je mets gaz. Le rétrogradage est instantané. Ça n'a pas mis un dixième de seconde pour passer de la 5 en 4. C'est très rapide. Donc tu le vois, un mode T+, qui lui est un mode sportif. Alors il peut arriver que sur certaines courbes, il passe la vitesse supérieure, mais comme ça se fait sans à-coup et sans perte de charge, si tu veux, au niveau de ta route, tu as toujours l'impression que c'est entraîné. Ça n'a aucune influence sur ta conduite dans le virage. Maintenant, je te propose d'essayer le mode D tout court. Donc on passe en D. Alors il faut que je rétrograde, il faut que je ralentisse pour passer. Là, il est en D. Et là, maintenant, tu vas voir, ça n'a plus rien à voir. Tu vois tout de suite, il passe ses vitesses. Et parfois, en D, il va te les passer la vitesse au-dessus alors que tu n'as pas de gaz. Mais c'est le mode, voilà, je décide de rouler tranquille. Et là, il le fait. Donc il va garder la quatrième, tu vois, je suis à 60 à l'heure. Maintenant, il passe la 3. Si je réaccélère, il passe un peu plus vite les rapports. Il a rétrogradé, mais c'est plus doux, c'est plus calme. C'est un mode qui est fait pour, si un jour tu en as marre, tu te dis je veux rentrer tranquille, bah tu prends ce mode-là. Et tu vas être un peu en sous-régime, mais pas beaucoup franchement. 2500 tours. Et évidemment, comme tu vas moins vite et que ça monte moins dans les tours, tu as un peu plus d'à-coup, puisque c'est un peu comme un quick shifter. Si tu veux, un quick shifter, il aime bien être dans les tours. Plus tu es dans les tours, mieux ça passe. Ben là, c'est un peu pareil. Donc si jamais j'accélère doucement, 3500 tours, je suis en 4, là je suis en 5, 3000 tours. C'est beaucoup plus coolé, c'est un mode moins agressif. Pour conclure un peu sur tout ça, moi perso, ce que j'adore, c'est je me mets en manuel et je gère en manuel. Quand j'ai envie de m'amuser un peu, et ça c'est génial, le mode manuel, c'est en fait une moto avec un quick shifter, mais sans les emmerdes de l'embrayage. Sans le problème de savoir, il y a des fois tu doses pas bien avec le pied, ça va te faire un à-coup au niveau des gaz. Là c'est pas le cas, tu es sûr que la vitesse elle s'enclenche. Voilà, on va faire une petite accélération. Et ça c'est génial. Autre mode intéressant, c'est le mode D+. Le mode D+, il se rapproche un peu du mode sport. Si tu as envie de ne pas avoir à gérer les vitesses, je ne sais pas, s'il y a du monde sur la route ou tu n'as pas la tête à ça. Mais honnêtement, moi rien que pour ça, rien que pour ce mode manuel, je dis que l'achat, il vaut le coup, quoi. Du coup, si je veux résumer, parce que là je t'ai beaucoup parlé, j'étais peut-être un peu saoulé sur cette boîte de vitesse, mais je pense que c'était important de développer un peu son fonctionnement. Est-ce que je serais prêt à lâcher une moto avec un embrayage et un sélecteur pour ce système? Ma réponse, elle est sans aucune hésitation, oui à 3000%, parce que c'est fun. Ça te permet de gérer ta moto. C'est pas une boîte automatique, c'est pas une boîte... alors elle est robotisée, mais en fait ils ont juste fait qu'ajouter un moteur pour l'embrayage, un moteur pour la sélection de la boîte. Du coup tu gardes le caractère de ta moto et le bruit du 3 cylindres. En plus, je t'ai pas parlé du moteur, mais tu le connais ce moteur, il est incroyable, il est souple, il a du punch à mi-régime et il a du punch aussi à haut régime. Il n'y a pas de problème, il va bien. Et je trouve qu'avec cette boîte, ça lui va très bien parce qu'il est assez souple pour accepter, si tu n'as pas envie de rouler fort, pour accepter les changements de vitesse à sous-régime, il va relancer quand même. Donc le moteur, il est top. La sonorité, elle est excellente. Tu l'as entendu quand je faisais des accélérations.
le moteur il ronronne bien. On va arriver à la conclusion de cet essai. Qu'est-ce que je pense de cette moto? D'abord, ses points positifs, bah t'as compris. Le point positif, c'est la boîte de vitesse. C'est une parfaite réussite. Cette boîte de vitesse, elle est mise aussi sur la Tracer 9 GT+. Et elle peut être mise sur d'autres modèles CP3 pour l'instant. C'est vraiment une réussite de la part de Yamaha. En me renseignant auprès de la concession, ils en vendent énormément en boîte automatique. Et si tu l'essayes, jamais tu vas l'acheter en boîte manuelle. Enfin, pour moi, mais je pense que jamais tu vas acheter ça en boîte manuelle tellement c'est agréable en boîte auto. Donc elle est super bien équipée. Le régulateur de vitesse, je t'en ai pas parlé. Tiens, regarde, j'appuie sur le bouton, il est engagé, je mets sur 7, il est mis. Tac, je lâche mes mains et c'est fait. C'est pas prise de tête, je rappuie dessus, il se coupe, j'ai pas d'à-coup. Voilà, tout est simple, les commodos sont simples, c'est des gros plus. Donc commodo, gros plus, facilité de prise en main. Le tableau de bord, il est propre. Alors, il n'est pas affolant, il n'est pas plein de couleurs, mais il donne des indications dont tu as besoin et c'est l'essentiel. Les suspensions sont vraiment bien. Est-ce que ça vaut le coup de passer sur une ESP? Moi, j'en ai pas senti la nécessité. À aucun moment, j'ai senti la moto se désunir. J'ai pas tout filmé parce qu'il y a des périodes où j'ai accéléré fort pour voir si elle bougeait. Et franchement, ça bougeait pas, mais tu l'as vu tout à l'heure quand même, on a accéléré un peu. Sur les points négatifs, bon, il n'y a pas grand chose. Moi, je trouve que j'ai les jambes un peu trop repliées, mais c'est dû à mon problème de genou. J'aime bien avoir les jambes un peu plus détendues, mais voilà, c'est pas ça qui fait que quelqu'un qui n'a pas de problème de genou, ça le gênera absolument pas. T'es pas sur une sportive. C'est les seuls points négatifs que je pouvais trouver. Je parle pas de son look, parce que le look c'est particulier, mais moi, le look, une fois que tu roules sur la moto, tu vois plus rien, quoi. Donc c'est pas tellement important. C'est tout ce que j'avais à te dire. En conclusion, c'est une excellente machine. Alors par rapport à la Z900 pour l'instant que j'ai essayé, la boîte de vitesse ça emporte la mise. Question moteur, celui-là est bon, mais la Z900 il était bon aussi. Sur la Z900 on a les jambes un peu plus dépliées, position un peu plus confortable peut-être, mais j'adore être sur l'avant sur celle-là. Ça c'est quelque chose que j'apprécie vraiment, je me sens à l'aise sur le train avant. Et puis, au final, pourquoi celle-là? Donc je te l'ai dit, à cause de la boîte de vitesse automatique, il faut aller essayer cette boîte de vitesse. Je te promets, tu ne seras pas déçu. Sur ce, écoute, je vais te laisser, on va continuer les essais de Roadster. Je vais essayer de faire la 990 et puis la Street Fighter, la 990 KTM. Et donc je te dis à bientôt pour un nouvel essai que j'espère faire d'ici une semaine. Essai tous les dimanches 18 h. À bientôt sur la chaîne. Tchuss. Feeling like you're stuck in